Dans un instant, on va parler effectivement de, non pas d'investir dans les cryptos, mais de travailler directement dans le Web3 et donc de gagner sa vie avec, je le disais tout à l'heure, Jérémy Vauquier, qui est avec nous, fondateur et président de Alira, l'école de la blockchain. Vous allez tout nous expliquer pour ceux qui sont intéressés pour travailler dans cet écosystème du Web3 qui ne cesse de se développer. Mais d'abord, Lilian, le journaliste chez Cryptos, Lilian Aliaga, on va revenir sur une déclaration récente de la première ministre islandaise qui fait un peu la guerre au Bitcoin, en tout cas au minage de Bitcoin, qui selon elle, le minage consommerait en fait l'énergie verte produite par le pays et finalement ne laisserait plus assez d'énergie pour le pays, tout simplement, pour qu'il puisse vivre. Alors c'est à peu près ce qu'elle a expliqué. Ce que je voulais préciser avant de démarrer, c'est qu'habituellement on évite de prendre la parole sur ce genre de sujet. Parce que des déclarations comme ça, on en a quand même très régulièrement. Et avec la reprise haussière du marché des cryptos, on aura tendance à en avoir de plus en plus. Mais je trouvais ça quand même intéressant d'en discuter, puisque ça touche au minage de Bitcoin et ça touche à une question qui est assez intéressante. Et puis on parle de la première ministre islandaise quand même. Donc en effet, vous l'avez bien expliqué, elle s'est attaquée au minage de Bitcoin. Ce qu'elle explique concrètement, c'est que l'Islande repose majoritairement sur l'importation. Au vu du contexte actuel, c'est de plus en plus compliqué pour eux. Ils ont du mal à développer l'agriculture parce que, comme on le voit avec l'image derrière vous, il y a beaucoup de glace sur place. Donc c'est pas forcément pour ceux qui facile. nous suivent à la télé, effectivement, on voit l'Islande est un très beau pays, on voit des aurores boréales. Voilà. Et il y a beaucoup de glaciers. Voilà. Et donc pour développer l'agriculture, c'est compliqué. Et elle prend un exemple, elle parle des sites de transformation de poissons, puisque la pêche est énormément développée en Islande. Elle explique que les sites de transformation de poissons, pendant les périodes hivernales, ont dû rallumer les générateurs au fioul pour pouvoir fonctionner, parce que justement, les machines de minage de Bitcoin ont pompé toute l'énergie verte qui était produite dans le pays. Donc une attaque directe, elle nous dit, voilà, Bitcoin est un fléau pour le monde ou quelque chose comme ça. Ce que ça soulève comme question, c'est plutôt, est-ce que Bitcoin est vraiment le problème ou alors est-ce que c'est plutôt une solution? En fait, dans quel sens est-ce qu'on prend ce problème-là? Ce qu'il faut préciser, c'est que d'abord, ces sites de production d'énergie verte, quand on va produire de l'énergie sur un point A, pour le transporter à un point B, c'est souvent compliqué. Il faut que le réseau électrique soit suffisamment développé pour que l'énergie soit transportée jusque-là. Elle ne précise pas si ces sites de production, ces sites de transformation de poissons, en l'occurrence dans son exemple, sont réellement proches ou non d'un site de production d'énergie verte, et si oui ou non, ils auraient pu être alimentés en énergie verte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pourquoi est-ce que ces mineurs de Bitcoin s'installent proches des sites d'énergie verte? Non pas parce qu'ils ont la vocation de rendre le minage de Bitcoin plus vert. Ils ne sont pas forcément si vertueux que ça. Alors, la vraie raison, c'est que ces sites de production d'énergie verte, aujourd'hui, ils produisent en surplus. Et ce surplus, il n'arrive pas à l'acheminer ailleurs, donc il est perdu. Et avec la flexibilité des installations de machines de minage de Bitcoin, on peut aller s'installer très facilement à côté d'un site de production d'énergie verte et leur dire, on prend ce surplus, on vous l'achète à moindre coût, vous le vendez, donc tout le monde est gagnant. Et c'est ce qui se passe sur place. Donc, vraisemblablement, si les sites de production se sont associés avec des mineurs de Bitcoin, c'est qu'il n'y avait pas forcément plus de demande ailleurs. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur la question de savoir si Bitcoin est le problème ou la solution, il suffit d'aller se balader un petit peu au Texas, aux États-Unis, où justement le réseau électrique est relativement catastrophique et où l'État texan a décidé de nouer une sorte de partenariat avec les mineurs de Bitcoin en disant, lorsque on produit pas assez d'électricité pour assurer la demande, eh bien vous coupez vos machines de minage de Bitcoin et on vous paye bien sûr pour le faire. En revanche, quand on produit trop d'électricité et qu'on la perd, alors là, vous pouvez rallumer vos machines et les utiliser. Et donc, ça permet finalement de réguler un petit peu ce réseau électrique. Donc, c'est plutôt sur cet aspect-là que je voulais revenir. Peut-être que l'Islande pourrait éventuellement, au contraire, essayer de trouver une solution en partant du principe que Bitcoin peut aider à réguler le réseau électrique sur place. En s'inspirant de ce qui est fait au Texas justement. Donc, voilà, effectivement, ce que vous nous dites, c'est que là où Bitcoin pourrait être une solution, en tout cas pour ce réseau électrique islandais, et pas que d'ailleurs, vous le dites Lilian là, c'est que ça pourrait effectivement, on pourrait se servir des moments où l'électricité est tout simplement jetée, gaspillée entre guillemets, pour qu'elle soit rachetée, même si c'est à moindre coût, rachetée quand même, et ça permettrait aux producteurs d'électricité locaux de quand même gagner leur vie. En résumé, profiter de la flexibilité des mineurs de Bitcoin qui peuvent s'installer et se désinstaller en quelques temps, justement pour pouvoir permettre de ne pas perdre l'électricité quand elle est produite et de pouvoir quand même l'utiliser quand elle peut être utilisée ailleurs, en signant un accord avec eux comme ce qu'a pu faire le Texas. Et pour finir là-dessus, ce genre de déclaration comme a faite la première ministre islandaise,
Il y en a toujours. Bon, ça revient avec la hausse des cours, mais est-ce que ça a tendance quand même à baisser un petit peu? Est-ce que les gens comprennent mieux à quoi ça sert, ou il y a quand même encore beaucoup de poncifs sur le Bitcoin et sa fameuse consommation d'énergie? Ça ne diminue pas forcément, mais c'est de moins en moins intense. En fait, on se rend compte que les critiques envers Bitcoin il y a quelques années étaient moins fréquentes parce que Bitcoin était peut-être un peu moins connu, mais elles étaient beaucoup moins précises. On voyait que vraiment la méconnaissance du sujet de la part de ceux qui le critiquaient. Aujourd'hui, on voit quand même que cette première ministre islandaise critique, oui, le minage de Bitcoin, mais en attendant, il y a des mineurs de Bitcoin sur le territoire. Elle semble quand même à peu près connaître son sujet. Et voilà, tout simplement, quand on a une innovation disruptive, quand on cherche à changer le fonctionnement, peu importe de quelle industrie, nécessairement, il y a des critiques, c'est tout à fait normal. Et elles continueront et elles s'intensifieront évidemment avec la hausse du marché des crypto-monnaies, puisque de plus en plus d'industries seront touchées par ce secteur. Donc c'est logique. Et tout le monde n'a pas encore eu l'occasion d'aller à Alira, l'école de la blockchain, justement pour étudier tout ça et mieux connaître cet écosystème du Web3. Rebonjour Jérémy Vauquier, donc je le disais tout à l'heure, fondateur et président de Alira, l'école de la blockchain. D'abord, avant de parler des métiers, moi j'aimerais avoir un peu votre sentiment sur l'état du secteur Web3, en tout cas en France en ce moment, parce que c'est plutôt à ce marché de ce marché dont on va parler aujourd'hui. Là, les cours remontent, ça va mieux, mais on a connu des mois difficiles. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? C'est un marché qui reste très dynamique et très tendu. Il y a une vraie pénurie de talents, en fait. Les entreprises cherchent à recruter des gens qui répondent à leurs besoins. Alors, les développements dans les entreprises, notamment en bear market, se font de manière continue, en fait. Les boîtes, elles ne ferment pas leurs effectifs et leurs projets en bear market. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est que les entreprises, elles construisent durant le marché baissier, durant le bear market. Le fameux bull de market. Exactement. Voilà. Et ensuite, elles sortent les produits, elles sortent les services durant le bull market, donc en ce moment. Donc la demande ne désemplit pas. On le voit de plein de manières différentes. On a des milliers d'offres d'emploi chaque semaine. Pour l'instant, on a plus d'offres que de demandes. Clairement. Sur le marché, ouais. Très clairement, ouais. Et nous, on le voit dans nos stats aussi, parce que sur les gens qui sortent de chez nous et qui sont en recherche active, au bout de 3 mois, on a 85% des gens qui ont trouvé un job. Donc on sent vraiment ce besoin de talent de la part des entreprises crypto et blockchain. Bon, et donc il y a clairement une demande pour ceux que ça intéresse, qui voudraient travailler dans le Web3, et allez-y, candidatez, parce que visiblement il y a un certain nombre de postes à pourvoir. Comment est-ce que ça se traduit sur les rémunérations ? Est-ce que globalement dans le Web3 aujourd'hui, on gagne mieux sa vie que dans d'autres secteurs, étant donné que là, pour l'instant, l'offre est inférieure à la demande? Ouais, en gros, avec l'IA, c'est... Enfin, l'offre plutôt est... Oui, c'est ça. Oui. Enfin, oui, ça dépend de quelle offre, ça dépend de quelle offre on parle, mais oui, il y a une pénurie de talent en tout cas. Ouais. Avec l'IA, on est sur une des spécialités de la tech qui paye le mieux. Quand on regarde un peu les salaires, quand on regarde les études par exemple de talent.fr, ils nous annoncent des salaires qui sont compris entre 45 et 90 K bruts annuels, avec une moyenne à 60. Ce qui correspond d'ailleurs aux rémunérations qu'il y a dans l'IA aussi, c'est peu ou prou la même chose. Et là encore, quand on regarde ce qui se passe chez nos anciens, c'est assez cohérent. Alors, on peut monter encore ces rémunérations quand on va prendre des postes qui sont à forte responsabilité ou quand on va aller travailler aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse. Pour la petite histoire, chez nos anciens, par exemple, on a des gens qui ont décroché des contrats jusqu'à 200K. Donc il y a vraiment des rémunérations qui peuvent être très compétitives pour attirer. Ça dépend des profils, mais effectivement, en tout cas, c'est un secteur qui paye bien, entre guillemets. Ouais. Et ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est quoi concrètement les métiers du Web3, les métiers de la blockchain ? En gros, ça va être distingué en 2 grands ensembles. Moi, j'aime bien le mettre dans 2 grandes catégories. La première, c'est tous les métiers vraiment tech. Donc, c'est ce qu'on imagine assez facilement, des développeurs de smart contracts sur les blockchains, notamment sur Ethereum, pour faire fonctionner toutes les applications. On peut peut-être rappeler ce qu'est un développeur, même un développeur d'une manière générale, parce que pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Bien sûr. Donc, un développeur, c'est les personnes qui écrivent et qui conçoivent du code informatique. Et sur les blockchains, tous les services qui tournent sur les blockchains sont en fait écrits avec du code informatique. Et ce code-là, il faut apprendre à l'écrire. C'est une compétence qui s'enseigne. Sur Ethereum, par exemple, c'est Solidity qui est le langage maître. Et donc ça, c'est
je dirais à peu près la moitié des offres d'emploi et des besoins de talents des entreprises. Donc ça c'est quoi? C'est très geek entre guillemets, quand même assez tech. C'est assez geek, c'est assez tech, c'est des gens qui créent les produits au niveau tech et qui fabriquent l'infrastructure sur laquelle reposent les blockchains. Voilà, donc si vous voulez être développeur en Web3, a priori, il y a de la place pour vous, mais est-ce que il y a aussi d'autres styles de métiers, d'autres profils qui sont recherchés si on veut pas forcément être développppeur, est-ce qu'on peut quand même travailler en Web3? Ouais, complètement. Il y a l'autre moitié de l'effectif, ça va être tout un tas de métiers dont on va avoir besoin de manière générale dans plein de types d'entreprises. Je pense à des gens qui font de la compliance, des gens qui font du business développement, des gens qui font de la finance, de la gestion de patrimoine, de la gestion de projet. Enfin bref, tous les métiers des entreprises, les chefs de projet, mais qui vont être appliqués dans le secteur de la blockchain. Et en fait, pour pouvoir l'appliquer correctement, sereinement dans le secteur de la blockchain, il faut des compétences, des connaissances spécifiques à ce secteur-là. Bon, et une fois qu'on a dit ça, comment ça se passe les recrutements? Comment les sociétés choisissent leur profil? Est-ce qu'on leur demande d'avoir une certaine formation? Alira a été créé quand, l'école? En 2019. En 2019, ouais, d'accord. Parce que c'est un secteur en pleine expansion, mais finalement très jeune. Comment ça se passe? Est-ce qu'on demande déjà des diplômes? Est-ce qu'il y a des cursus en particulier? Il commence à y avoir un peu de cursus, notamment au niveau de la formation initiale, qui se sont structurés tardivement, à mon avis, assez tardivement, de manière un peu bizarre, au niveau des écoles d'ingé. Donc il commence à en avoir quelques-uns. Et après, en France, on a la chance d'avoir une offre de formation qui est d'assez bonne qualité, notamment sur la formation continue. Donc pour les professionnels, c'est les gens qui sont après leurs études. Et là, le critère qui est déterminant, parce que ça foisonne un peu d'offres, c'est de trouver des formations qui soient vraiment reconnues. Et pour ça, le standard, c'est des formations qui ont des certifications de France Compétences. Alors vous savez, c'est l'organisme qui valide les compétences professionnelles. Et donc, dans ce cas, vous pouvez simplement regarder les formations qui ont ces certifications-là, en faisant attention que la certification parle bien de blockchain, parce que parfois il y a certains organismes qui vont dire la formation est certifiante, et en fait quand on regarde le détail de la certif, ça parle pas de blockchain dedans, c'est un peu dommage. Mais donc voilà, le standard, c'est vraiment de trouver une formation qui soit certifiante avec une certif qui parle de blockchain. Bon, une fois qu'on est formé, qu'on a fait le cursus en question qu'on voulait faire, comment ça se passe pour trouver un job? C'est quoi? C'est beaucoup les entreprises qui viennent vous voir, ou alors qui il faut aller démarcher? Qu'est-ce qu'on peut faire là? Quel conseil on peut donner aux personnes qui nous écoutent, qui voudraient travailler dans le Web3? Je pense que le plus important, c'est une espèce d'adage qu'on retrouve dans le Web3, c'est get involved. C'est montrez-vous, montrez ce que vous savez faire, construisez des portfolios, rejoignez des projets, rejoignez des communautés, montrez en fait ce que vous êtes capable de faire. Et tous les profils, je pense Lignon pourra confirmer, tous les profils qu'on a qui explosent sont des gens qui s'impliquent et qui, une fois qu'ils ont montré ce qu'ils étaient capables de faire, finalement sont repérés, sont recrutés par les boîtes, quoi. Lilian, vous voulez réagir à ça, à cette émulation, on va dire, autour des métiers du Web3? Alors d'abord, je confirme en effet qu'il y a une vraie pénurie et qu'il y a une vraie demande de la part des porteurs de projets pour avoir des talents, notamment sur l'aspect développeur, puisque le domaine des cryptos, c'est un domaine d'innovation et où on a besoin énormément de développeurs pour construire les applications décentralisées de demain, celles dont on parle très souvent sur ce plateau. Et justement sur l'aspect de comment est-ce qu'on peut se faire connaître en tant que développeur, le gros avantage aujourd'hui de cet écosystème du Web3, c'est que c'est un écosystème qui est très communautaire. C'est-à-dire qu'on va très vite rejoindre des communautés, rencontrer des gens, discuter sur des serveurs Discord, sur des Telegram, sur Twitter, etc. Et très rapidement, en faisant ça, on peut se faire connaître de la part des porteurs de projets. Et ça va très vite. Et même à mon échelle personnelle, alors que je ne suis pas en recherche d'emploi, je peux très rapidement rentrer en contact avec des porteurs de projets, même ne serait-ce que pour discuter avec eux. Et donc quand on est à la recherche d'un emploi, on peut facilement rentrer en contact comme ça avec eux. Et je rajouterais même que, et Jérémy l'a très bien expliqué, qu'on peut aussi être proactif. L'exemple de Starknet très récemment, ça a été Starknet, donc c'est une blockchain de layer 2 sur Ethereum qui a distribué récemment un airdrop qui était très porté sur les développeurs. Et il y a une énorme quantité de développeurs qui ont simplement d'eux-mêmes décidé d'aller proposer des améliorations sur le code de manière proactive. Et 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, ils ont récupéré des airdrops de plusieurs milliers d'euros en récompense de leur aide. Ça, c'est un petit peu l'âme du Web3 et c'est pour ça que il y a plein de choses à faire, je pense, et il faut inciter les gens à le faire.
Et je rajouterais juste un dernier élément sur l'aspect des écoles d'ingénieurs. Je sors personnellement d'écoles d'ingénieurs et je trouve ça dommage qu'il n'y a pas plus d'écoles d'ingénieurs qui forment des étudiants au développement, qui poussent sur cet aspect Web3. C'est un secteur qui est en pleine expansion. On a besoin de former des talents dès le départ, de les informer sur ces perspectives d'avenir qu'on peut trouver dans le Web3 pour justement qu'on puisse continuer à construire et continuer à faire développer cette industrie justement ici en France. Et donc voilà, je sais qu'il y en a de plus en plus des écoles d'ingénieurs qui le proposent, mais c'est encore pas assez à mon sens. C'est pour ça qu'il y a notamment des écoles, dont Alira, l'école de la blockchain, qui naissent déjà depuis plusieurs années maintenant, 2019. On fait effectivement le max pour répondre à ces besoins. Et effectivement, les développeurs sont très demandés, tu l'as dit. Mais vraiment pas que. Enfin, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment de l'attraction sur les deux thématiques. Et en fait, il y a les projets... un projet qui serait fait que par des développeurs, souvent, le projet... va manquer des choses qui sont importantes, on va dire, sans le vouloir, voilà. Mais donc, pour que ça fonctionne, il faut vraiment les deux jambes, la jambe tech et la jambe non tech. Et ça, c'est à mon sens. Et c'est quoi, rapidement, Jérémy, les types de profils que vous avez principalement, je sais pas, en termes d'âge, puis est-ce que c'est plutôt des garçons, est-ce que c'est plutôt des filles, ça dépend? C'est globalement des trentenaires, même si l'intervalle d'âge, c'est 25-55, mais souvent, c'est des trentenaires, des quarantenaires. C'est assez majoritairement des hommes. Ça, c'est le reflet de la population masculine qu'on trouve dans la tech et dans la finance. Dans la blockchain, on a un peu l'intersection entre les deux, donc c'est vrai qu'on paye un peu deux fois ce truc-là. On essaie de faire en sorte de créer un environnement qui soit le plus inclusif et le plus bénéfique pour tout le monde et qui puisse accueillir tout le monde, mais on part de loin. Bon, en tout cas, bravo. On suivra tout ça dans les jours et semaines qui viennent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jérémy Vauquier, fondateur et président de Alira, l'école de la blockchain. Merci à vous. Pauline Armandet, journaliste BFM Crypto. Je rappelle, Pauline, merci pour votre papier en exclusivité pour BFM Crypto à retrouver sur notre site, où vous nous donnez qu'effectivement 10 000 contribuables ont déclaré 213 millions d'euros de plus-value nette en 2023, ce qui est 2 fois moins que l'an dernier. Tous les détails à retrouver sur notre site BFM Crypto dans l'article de Pauline. Et merci beaucoup Lilian Lega, journaliste chez Cryptos, d'avoir été avec nous. Demain, on va se demander si l'impact du halving qui arrivera dans 25 jours sera-t-il différent. On sera avec Charles Guillemet, CTO de Ledger, et nous serons aussi en visio avec Valentin Demey, CEO de Cube3. Merci, bonne journée, à demain à 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.